Oui, ça marche très bien. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais remercier Théo Mathurin notamment de m'avoir invité. C'était un petit peu difficile de venir jusqu'à Lille pour les raisons de grève que vous connaissez, mais je tenais vraiment à être parmi vous. Donc mon propos va surtout porter sur l'évaluation pour la santé des OGM en termes de sécurité, de biosécurité. Donc j'en profite pour commenter les deux petites photos. Donc là, on voit une pomme sur la gauche. Vous avez tous fait évidemment cette expérience de la couper. Et elle brunit au contact de l'oxygène. Eh bien, des chercheurs aux États-Unis ont découvert les enzymes qui provoquent ce brunissement et les ont bloquées. Et donc, cette pomme-là ne brunit plus. Ça a un avantage aussi, c'est au niveau du gaspillage, de plus jeter ces morceaux brunis, puisqu'ils sont impropres, non pas à la consommation, mais d'un point de vue visuel, dans la restauration, voire dans la restauration collective. Il y a le même exemple d'ailleurs pour la pomme de terre, qui elle aussi, vous savez, brunit. En dessous, c'est la photo du fameux Golden Rice dont Christophe a parlé à l'instant, où vous avez cet aspect doré, donc bourré de bêta-carotène, qui permet donc de réduire les problèmes de vision qui sont liés à cette carence. Et dans les pays en voie de développement, et notamment en Asie, c'est très préoccupant. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a aussi un enrichissement en d'autres vitamines, comme la vitamine C. On peut parler aussi du zinc, du fer. Il y a beaucoup d'études dans les pays en voie de développement et des grands consortiums publics-privés qui associent des universités locales en Tanzanie, Zimbabwe, ainsi que des universités aux États-Unis comme aussi en Europe, en Grande-Bretagne, et dont les brevets sont libres de droit. Et les semences seront finalement vendues au même prix que les semences conventionnelles. Donc c'était juste un insert avant de vous parler évidemment de la question que tout le monde se pose et moi-même je me la pose en tant que consommatrice. Voilà, donc la diapositive suivante. Donc les variétés génétiquement modifiées, comme la pomme dont je vous ai parlé ou le riz, de toute manière sont soumises à une évaluation réglementaire. Ça date de plusieurs années de cela et en fait, on a utilisé déjà cette réglementation qui était en cours pour les autres plantes qui n'étaient pas forcément transgéniques. Donc l'idée, évidemment, c'est de pouvoir évaluer les risques que pourrait apporter l'introduction d'un transgène. Donc il y a des agences d'évaluation dans tous les pays. En Europe, c'est vraiment important de souligner que les États membres ont chacune une agence qui va donc évaluer les risques pour la santé. Puis après, une évaluation au niveau européen à Parme avec l'autorité pour la sécurité alimentaire européenne. Donc il y a vraiment une double vérification. Donc il y a 28 vérifications plus une 29e avec l'Europe. Donc on peut dire que c'est ceinture et bretelles en Europe. Peut-être que c'est lié au fait qu'on a traversé des crises sanitaires majeures en Europe. On a parlé du sang contaminé. Alors évidemment, c'est une crise qui ne rentre pas dans l'alimentation, mais qui a beaucoup marqué évidemment les populations. La vache folle, avec le SB, sont des crises qui ont peut-être conduit aux législateurs européens de se dire plus jamais ça et donc de renforcer cette sécurité. Alors il faut la renforcer mais pas au-delà. Il faut rester quand même, comment dirais-je, raisonnable parce que trop de précautions finalement c'est anxiogène parce que les gens du coup c'est l'effet inverse, ont moins confiance. Et d'autre part, trop de précautions, trop de tests coûteux favorisent un oligopole
et qui peut être critiqué, alors que des start-up, des instituts publics dont vous savez ont moins en moins d'argent récurrent, ne peuvent pas finalement produire des plantes alors que ça pourrait être leur mission. Donc il y a un juste équilibre qu'il faut vraiment adopter. Alors, il y a des dossiers réglementaires qui sont demandés à un industriel, mais qui pourraient être demandés au CNRS ou à l'INRA, évidemment, ou à une université. Ces dossiers sont très très épais, puisque ça tient maintenant sur un DVD, et qui sont donc envoyés à ces agences, à l'agence nationale, puis à l'Europe, pour le cas européen. D'autre part, à côté de ça, vous avez un grand nombre de publications scientifiques, une abondante donc littérature scientifique, et en particulier de la recherche publique. Là, j'ai mis le lien de mon collègue Marcel Kunz, qui tient un site internet, et donc qui va répertorier un certain nombre de références bibliographiques. Et d'ailleurs, avec lui et d'autres personnes de l'INRA, nous gérons une base de données qui comprend plus de 30 000 publications sur les OGM. Donc, pour vous dire qu'on ne part pas de rien et on peut vraiment se reposer sur des références solides. Alors, l'évaluation pour la santé, c'est une évaluation qui est au cas par cas. Donc je vais comparer la pomme, mais je ne vais pas la comparer à la pomme de terre, d'accord, ou au maïs, ou au riz. C'est une démarche comparative, c'est-à-dire qu'on va comparer la plante transgénique, qui a reçu donc un transgène, à son homologue, où tout est absolument identique d'un point de vue fond génétique, à l'exception évidemment de la présence de ce transgène. 2 ou plusieurs, parce qu'on peut en mettre plusieurs maintenant, hein, on peut en mettre jusqu'à une dizaine, et ça va aller de plus en plus, d'ailleurs. Donc une démarche comparative, et on compare toujours avec le riz doré avec le riz, et la pomme avec, qui ne brunit pas avec la pomme la plus proche. Ça, c'est très important. Ça s'appelle le principe ou concept de familiarité. D'accord ? Donc on n'a jamais transformé, si vous voulez, un EVA pour sa consommation. On va peut-être le transformer génétiquement pour qu'il fasse plus de latex, par exemple. Mais pour l'alimentation, c'est vraiment des plantes qu'on connaît bien, et notamment pour les allergies. On va y revenir dans un instant. Alors c'est une démarche pas à pas, c'est-à-dire qu'on fait un certain nombre d'évaluation, et puis si on a un doute, eh bien on continue avec une autre batterie de texte, etc. Donc on va les voir ensemble. Donc au cas par cas, donc faut bien distinguer les espèces, hein. Les caractères, est-ce que c'est une résistance à un insecte, est-ce que c'est l'enrichissement en vitamine C? En ce moment, par exemple, il y a une étude qui porte sur le baobab en Afrique, qui est le fruit de la domestication, qui est riche en vitamine C. On le mange et on mange la pulpe, on peut manger aussi donc, sous forme de sirop, on peut manger la feuille. Et l'idée avec la Bill Clinton Initiative, c'est d'arriver à en plus enrichir en vitamine C les fruits du baobab pour arriver à des niveaux encore plus élevés. Et ça, on peut le faire par la transgénèse. D'accord ? Donc ça, c'est un caractère. Alors, les différents événements de transformation, c'est un nom vraiment... c'est le nom qu'on donne. C'est en fait le nom du transgène. Hein. C'est par exemple MON 810. C'est un nom de code. Et le caractère, ça serait la résistance à un insecte qui est la pyrale, la sésamie en l'occurrence. Et l'espèce, eh bien, c'est le maïs. Mais... voilà, donc le gène, il va être regardé comme ça au cas par cas. Alors, c'est une démarche comparative, puisqu'on a une lignée de référence à chaque fois, dont on connaît bien tous les contenus en protéines, en vitamines, en fer, en zinc, etc.
Alors, considérée comme sûre, c'est-à-dire, bon, on sait qu'elle n'est pas allergène, par exemple, ou si on le sait, là, on peut comparer. On peut tout à fait imaginer des chercheurs qui veuillent, par exemple, réduire l'allergénicité d'une plante en essayant de bloquer les anticorps qui seraient produits au contact de cet allergène. Pourquoi pas bien, on pourrait évidemment la comparer à la variété qui, elle, est allergène. Voilà. Alors, pas à pas, parce que à chaque étape, on doit remplir un cahier des charges, si vous voulez, et dès qu'il y a un doute, on passe une étape supérieure. Donc, c'est très robuste, et c'est pour ça que c'est très coûteux. Et c'est pas n'importe qui peut se permettre de produire une plante transgénique. C'est 150 millions de dollars. Voilà. Alors, les risques sanitaires, c'est regarder la modification génétique. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi comme protéine? C'est de la vitamine C. Voilà. On va caractériser la plante génétiquement modifiée. PGM, c'est plante génétiquement modifiée. Donc, on va regarder les changements qui ont été introduits. Voilà. Merci. Donc, évidemment, au niveau de la sécurité. Et puis, on va comparer les propriétés agronomiques. Est-ce que la plante qui a été transformée, la PGM, est-ce qu'elle est aussi précoce ou autant précoce que son homologue? Voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'elle va faire autant de graines que son homologue? On va regarder la composition chimique, par exemple, des graines, donc l'ensemble du contenu des graines, et puis la qualité nutritionnelle, on en a parlé à l'instant, c'est les vitamines, etc. Voilà. Alors éventuellement, on peut faire des tests sur animaux, ce sont de plus en plus demandés au niveau européen. Donc on peut nourrir des animaux pendant 90 jours avec un régime alimentaire où en 3 lots, 11, 22 et 33% de la ration alimentaire composée de l'aliment transgénique. Bon, avec mes collègues, on a passé en revue toutes ces études sur les animaux qui ont été nourris pendant 90 jours. Ce sont des rats, ce sont des souris, voire des hamsters. On n'a jamais vu un seul problème survenir. Donc en fait, on utilise des animaux qu'on abat, qu'on dissèque pour rien. Et peut-être que là, ce test de toxicité subchronique, on devrait vraiment le réserver en cas vraiment de doute, mais de le rendre obligatoire pour soumettre un dossier, si je puis me permettre, je trouve que c'est superfétatoire. Le test d'alimentarité, juste, c'est le poulet en croissance qui est nourri pendant 42 jours. Donc ça, il est demandé. Alors, les risques environnementaux, on pourrait y revenir, parce que là, mon propos porte surtout sur la santé, mais je suis prête à y répondre, puisque j'ai travaillé beaucoup sur l'effet de certaines plantes transgéniques sur l'environnement. Donc, je suis prête à répondre à vos questions. Donc, en tout cas, c'est ce qu'avait dit de toute manière Christophe. Est-ce qu'il y a un impact sur la faune, sur la flore? Est-ce qu'il y a évidemment des apparitions de résistance? Les résistances, c'est vraiment un phénomène connu, attendu bien avant les OGM, qui sont... La première plante transgénique qui est vraiment décrite dans la littérature, c'est 1983. Et donc, ça fait 20 ans qu'on en cultive, puisque c'était, voilà, en 86. Et puis la dissémination, on en reparlera. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai cité des articles que nous avons faits avec mes collègues, mais il y a toute une littérature où justement on montre que entre une variété A et une variété B, il y a plus de différences au niveau nutritionnel, au niveau composition, que la variété A et la variété transgénique qui lui correspond. D'accord. Il y a plus d'effets de l'environnement sur par exemple, les protéines, les petites métabolites, etc., d'une plante dans un environnement donné. Donc, quand on met cette plante non transgénique dans différents environnements, on voit l'effet quand même de l'environnement. Donc, finalement, le transgène, il a très peu d'impact sur le fonctionnement de la plante, sauf pour le caractère recherché, bien sûr.
pour sa valeur nutritionnelle, évidemment, si on veut un enrichissement en oméga 3, par exemple, qui est un acide gras polyinsaturé, qui est bon pour nous, qui nous préserve des risques cardiovasculaires, eh bien, on va évidemment le rechercher. Donc là, on avait mené des études avec Marcel Kuntz, Feu, Jean-Baptiste Berger, puis des collègues sur des études aussi à long terme. Il y a beaucoup de gens qui disaient, qui se posaient la question, et on se les saisit, cette question, mais finalement, si les animaux mangent toute leur vie une plante transgénique, ça leur fait quoi sur leur organisme? Et puis alors leurs descendants, qu'est-ce que ça donne? Alors nous, on s'est saisi de cette question, on a regardé toute la littérature, puisqu'on a une base de données que je vais vous présenter. Et puis en fait, on a vu qu'il y avait eu des études qui avaient été faites par des organismes publics qui n'ont pas vu d'impact sur la santé. Ils ont fait ça sur le macaque, ils ont fait ça sur le poulet, sur les perdrix, sur les vaches, sur les chèvres. Donc évidemment sur les animaux de laboratoire comme le rat. Donc moi j'ai refait des mises à jour de ça. Bon là j'ai écrit un autre, on m'a demandé d'écrire un chapitre, donc ça a été remis à jour. Là on en est à peu près à une 60aine d'études là-dessus, ce qui c'est très coûteux et c'est très courageux de la part des chercheurs d'avoir fait ça parce que c'est très long pour une publication, mais voilà. Donc on a une littérature, on ne peut pas dire on n'a pas regardé, on a regardé. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir c'est que les animaux qui sont abattus, ils ont été nourris avec des organismes génétiquement modifiés, notamment du maïs qui résiste à un insecte ou un herbicide, ou bien du soja qui résiste à un herbicide. Et on n'a jamais vu dans les abattages, il y a eu des études qui ont été regardées, les carcasses, s'il y avait des signes, par exemple, de cancer. C'est très recherché. Donc on a un recul aussi là-dessus. Donc voilà, donc nous on a examiné l'ensemble de ces données d'observation avec des dissections de différents organes. Voilà, la prochaine. Donc nous, notre démarche depuis 2008, ça a été de rassembler toutes les connaissances disponibles, mises à la disposition de tous et de toutes. On a plus de 30 000 publications. On a eu un financement de l'INRA. On a même un text mining, c'est-à-dire un logiciel qui permet d'aller rechercher l'information de façon très rapide et intuitive, de façon sémantique. Donc c'est des nouveaux outils. Donc voilà, on tient cette base de données. Ça demande beaucoup de travail, mais en même temps, c'est un outil qui montre qu'il y a des études qui sont faites. Voilà. Donc moi, je travaille sur cette question depuis 1998. On m'avait demandé de diriger le premier livre sur les végétaux transgéniques, qui est en fait une œuvre collective où nous avions invité à la fois des scientifiques, mais aussi des ministres. La ministre de l'époque, Madame Voynet, Dominique Voynet. Nous avions invité aussi les différentes représentations des syndicats en France. C'est un ouvrage franco-français. Donc la Confédération paysanne et la FNSEA. L'UFC Que Choisir. Les seuls qui n'ont pas répondu à l'appel, c'est Greenpeace, mais sinon on avait balayé vraiment toutes les personnes qui avaient quelque chose à dire et de pertinent. C'était au moment des premiers fauchages, première destruction de sacs, et malheureusement ça n'a été que en s'amplifiant. Et c'est pas pour dire qu'on n'a pas communiqué comme ce soir. Le deuxième, c'est le livre avec André Gallet, Faits et enjeux, où on a voulu faire le point. Donc c'est un professeur en génétique, spécialiste du maïs, où c'est un champ de colza qu'on a montré. Faits et enjeux, pour essayer de faire le point en 2006, où continuer bien sûr les saccages dans les champs. Et puis en 2011, on m'a demandé de le diriger avec deux autres personnes et une préface d'Axel Kahn et une postface de
François Ollier, qui est à l'heure actuelle le PDG de l'INRA. C'est un ouvrage là aussi collectif et qui refait le point, où on voit justement d'autres chapitres apparaître, puisque entre-temps, il y a eu des avancées, d'une meilleure insertion du transgène, puis des nouvelles plantes transgéniques, bien sûr. Et puis le dernier, puisque je travaille aussi aux États-Unis, avec en fait mes deux collègues américains, Surinder Chopra et Shelby Fleischer, quand ils ont vu mon livre en français, évidemment, ils n'ont rien compris, ils m'ont dit on va le traduire. Et je leur ai dit traduire, ça va être très long, et donc pourquoi pas en refaire un, et finalement on est tombé sur cette idée-là. Donc là encore, c'est un ouvrage collectif, et alors là, totalement international, avec déjà des gens dans des pays en voie de développement. L'un le créateur du riz, du Golden Rice notamment, qui vous raconte que finalement c'est autour d'une table, en buvant une bière, qui se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les pays en voie de développement, et ils ont eu l'idée de mais le riz finalement il est beaucoup utilisé comme base alimentaire des ménages en Asie, et le problème numéro un, entre autres, bien sûr, en termes de sécurité alimentaire, mais aussi sanitaire, c'est la carence en vitamine A. Et ils ont décidé ça, comme effectivement on fait beaucoup entre chercheurs, voilà, un peu une espèce de brainstorming. Et puis c'était un rêve qu'ils voulaient vraiment réaliser. C'est une œuvre philanthropique qui a démarré donc à l'ETH de Zurich et aux Philippines, puisque c'est aux Philippines qu'il y a, si vous voulez, la grande collection de toutes les variétés de riz, y compris les espèces, comment dirais-je, sauvages, dans lesquelles on peut puiser des gènes. Voilà. J'en profite pour dire que pour faire une variété, vous avez le choix de la croiser avec, par exemple, une autre variété. Ça va vous prendre des années. Alors, sur les arbres fruitiers, c'est très très long. Vous avez le choix de prendre, et vous prenez tous les gènes, et après il faut les purger, c'est pour ça que c'est long, indépendamment du cycle de reproduction, ou alors vous prenez le gène et vous l'introduisez par transgénèse. Par exemple, pour le maïs, le maïs qui valorisait mieux l'azote du sol, on a trouvé une vieille variété de maïs qui était conservée donc à l'INRA. Et les gènes ont été isolés, et ça a été introduit donc par transgénèse pour aller vite, et parce que c'était un OGM, ça a été détruit, ça a été saccagé. Ça n'aurait pas été par transgénèse, mais par croisement, ça aurait pris du temps pour le même résultat, et il aurait finalement été passé sous silence. Donc vous voyez que là, on touche un point, à mon avis, important, un message que je voudrais faire passer, c'est qu'on stigmatise une technique, alors que ce qui est important, avec toutes les précautions bien sûr, sanitaires et environnementales, c'est aussi le produit pour relever des défis. Et un maïs qui valorise mieux l'azote du sol, on en a besoin, comme d'une résistance aussi au stress hydrique, comme on en a parlé. Donc voilà, la diapositive suivante. Donc on va caractériser la modification génétique. Bon, alors c'est quoi ce petit bout de gène qu'on va introduire? On va essayer de bien le décrypter. Après, ce petit bout de gène, il va produire une molécule qu'on appelle une protéine. Là aussi, on va regarder quel est son mode d'action. Est-ce que c'est déjà une protéine qu'on connaît dans une autre plante, parce qu'on peut transférer. Et puis, on va faire ces tests de toxicité. Et puis, bien sûr, d'allergie, parce que ça, c'est très important, l'allergénicité. Voilà, dans la diapositive suivante. On va regarder la plante elle-même, on va essayer de la caractériser. Est-ce que l'ADN qu'on a introduit, il est stable? En quelle quantité la protéine de ce gène sera donc fournie?
Après, comme je vous l'ai dit, c'est comparatif. On va comparer ça avec le plus proche parent, hein, la plante vraiment la plus son homologue. Hein. Et puis on va regarder plein de propriétés agronomiques, hein, germination, croissance, résistante à des stress, floraison, la composition chimique, on a vu toutes les substances toxiques, la qualité nutritionnelle. Donc voilà. Alors j'insiste encore, 6 et 12, on fait ces tests sur animaux. Hein, et si on a encore des doutes, on pourrait faire ça sur des études à long terme. Donc voilà, comment se présente une évaluation. Éventuellement, on fait un nourrissage de ces animaux. Alors moi, je ne suis pas toxicologue, mais je côtoie beaucoup de toxicologues pour m'instruire sur ces questions-là. Et ça leur pose des problèmes parce que nourrir un rat avec des pommes de terre, c'est pas du tout dans son régime alimentaire. Donc c'est pas facile et c'est pas du tout approprié. Donc c'est des tests en fait qu'on fait à des animaux, qu'on fait normalement d'habitude, parce que c'est très codé par les grandes lignes directrices de l'OCDE, pour tester un médicament. Et pour tester un aliment, on ne le fait pas. Alors pourquoi on fait ça pour un organisme génétiquement modifié qu'on ne ferait pas s'il n'était pas transformé par la transgénèse? Ça, c'est une question très embarrassante. Et en tout cas, on va faire des tests statistiques, on va regarder en microscopie tous les organes et on va faire des dosages. On va rechercher des différences. Alors on peut trouver des différences parce que vous et moi on est différents. Je suppose que j'ai un taux de cholestérol différent du vôtre. On peut me situer dans une courbe gaussienne. Donc voilà, il y a des différences. L'idée, c'est ces différences individuelles. Est-ce qu'elles ont une signification alors là, par contre, de risque? Voilà, ça c'est la différence. Il peut y avoir une signification purement biologique, on est différent, point. Ça n'engendre pas de risque. Ça c'est important à avoir à l'esprit. Donc les toxicologues sont là pour interpréter ces résultats. Voilà, l'autre diapositive. Alors l'allergénicité, évidemment, on va produire des anticorps au contact d'un allergène. C'est évidemment regardé. Il y a un arbre de décision au niveau européen. Donc voilà, on va produire des anticorps par rapport à cet allergène-là, les immunoglobulines E. Donc vous pouvez aller sur le site de l'ANSES, hein, qui est l'Agence nationale de sécurité environnementale et de santé. On a des sérums de personnes qui sont allergiques et on va comparer ça. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est regardé. Hein. Dans tous les dossiers, on demande le test d'allergénicité. Donc on va regarder l'origine de la protéine. Est-ce que c'est une source justement d'une plante qui est connue pour donner des allergies? On va regarder la rapidité à laquelle la protéine va être digérée par les sucs gastriques. On regarde dans les banques s'il y a une vraisemblance avec un allergène connu. On fait des tests in vitro, in vivo et sur des animaux. Voilà. Donc évidemment, chaque étape a ses limites. Tout ça, c'est une question de probabilité, mais ça, c'est des tests qu'on peut faire sur le kiwi. Il y a des personnes qui sont allergiques au kiwi, sur n'importe quel produit qui arriverait. Si demain, un pays en voie de développement décide d'exporter une plante, un fruit exotique dont on n'a pas du tout été habitué à consommer, c'est possible que ça engendre une allergie. Voilà. Donc là, évidemment, il faut mesurer. Hein. Ce n'est pas uniquement pour les OGM, mais on le fait bien sûr là-dessus. À l'heure actuelle, il n'y a aucune indication d'allergie aux plantes transgéniques sur le marché à l'heure actuelle, dans le monde entier. Voilà. Et au contraire, puisqu'il y a certaines personnes qui sont sensibles au gluten, moi je ne le suis pas. Le gluten, c'est important, vous savez, dans la pâte du pain, ça permet donc cette aération. Bon, certaines personnes sont sensibles au gluten, c'est vraiment grave et handicapant.
des chercheurs travaillent pour faire justement des blés sans gluten et en même temps qu'il y ait une certaine élasticité dans le pain. Donc c'est un véritable défi parce qu'il y a effectivement un abus de marquer tel produit sans gluten que vous payez beaucoup plus cher. Alors qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas sensible au gluten et pourquoi payer plus cher? Donc là, il y a un peu des débordements voilà, publicitaires, hein, mais en tout cas, il y a des vraies études. Hein, je suis attentivement ce dossier sur le blé, notamment une équipe espagnole qui travaille dessus. Voilà. Alors, en conclusion, bon, depuis 20 ans, il n'y a pas de problème vétérinaire qu'on ait rencontré, il n'y a pas eu de mort. Alors que bon, il y a eu des produits biologiques où il y a eu des morts. C'est la fameuse, c'était le fameux haricot dont on parlait, etc. Il y a quelques années. Évidemment, la question qu'on se pose, que ce soit le chercheur ou l'expert qui va examiner le dossier, c'est oui, il y a un risque théorique, qu'une modification génétique engendre un problème. Et c'est pour ça qu'on le mesure. Mais comme une autre plante conventionnelle pourrait le faire. Donc voilà, les méthodes comparatives de sélection, ça permet de comparer avec quelque chose qu'on connaît. C'est le principe de familiarité. Et ces évaluations-là, elles sont là pour justement mesurer le risque. Il y a un risque acceptable, c'est la comparaison. Et à l'heure actuelle, la réglementation repose aussi sur toute cette littérature qui aide à mieux comprendre, à mieux affiner, y compris les tests. Les tests sont de plus en plus évolutifs et précis. Voilà, et enfin, l'autre... comment dirais-je, diapositive, j'ai fait une capture d'écran du site de l'Europe, hein, notamment de l'EFSA, qui est donc cette autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments, et qui disent que voilà, si on traduit, les OGM sont autorisés seulement s'ils sont sûrs, s'ils sont sains, d'accord ? Pour l'humain et pour l'animal, puisque les animaux type poulet ou les porcs sont nourris notamment avec du soja qui provient surtout d'Argentine et du Brésil, moins des États-Unis ou du Canada, aussi du Paraguay maintenant. Donc c'est un soja qui est transgénique. Donc tous ces animaux de ferme en France sont nourris avec ce soja qui coûte moins cher que le soja qui ne serait pas transgénique. Il est résistant à un herbicide. Donc on importe, l'Europe en importe, pratiquement 90%, mais il y a cette interdiction politique de cultiver du maïs. Mais voilà, donc l'Europe met ça sur son site internet et rappelle qu'il y a une autorisation continue, hein, et s'il y avait eu un problème, de toute manière, c'est comme une voiture qui pollue, on la ramène. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de rappel. Donc, parce que c'est une réglementation qui est très robuste et très complète. Donc voilà, je voudrais vous remercier de votre attention et vous pouvez donc me joindre par email ou me suivre sur Twitter.